la table ronde en fait. Je pense que tous les sujets principaux qui touchent à la compétitivité des entreprises ont été abordés. La question de la territorialité de l'Europe a été abordée en dernier, mais évidemment il est fondamental. La question sur les nouvelles mesures gouvernementales qui finalement ne font que rendre aux entreprises ce qui a été pris quelque temps avant. Donc je crois que le tour était assez complet. Les intervenants étaient de qualité, de bords différents bien sûr, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau patronal et syndical. Je trouve que c'était quand même dans une excellente ambiance, très constructif. C'était pas plus mal. Le représentant du MEDEF était vraiment très proche de la réalité des entreprises et très concret dans son vécu et dans les exemples qu'il a cités, notamment sur certaines contradictions au niveau de l'empilement des juridictions qui finissent par donner tellement de contraintes aux employeurs que c'est ça qui quelquefois pénalise l'emploi alors que c'est censé le favoriser. Aujourd'hui, moi ce que je ressens très profondément, j'ai été encore hier en déplacement à Pau, la semaine d'avant à Lille, c'est que aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise sont des hommes ou des femmes qui sont exaspérés, qui sont angoissés, parce qu'on leur fait subir finalement deux choses à la fois. Il y a les aléas du business, ça c'est notre métier, mais il y a maintenant un niveau qui devient insupportable, c'est le champ de la complexité, le champ des contraintes dans lesquelles on nous place, et surtout des changements de pied, on va y revenir à propos du pacte de responsabilité, à peu près tous les jours ou toutes les semaines. Donc cette communauté, qui était une communauté extrêmement légitimiste et motivée, devient progressivement, pour une part, une communauté qui est parfois angoissée, parfois désespérée, et qui aujourd'hui, moi je le dis très sincèrement, ça s'est jamais vu, on a des risques de ce que j'appellerais des jacqueries de notre communauté. Et pour terminer sur le plan politique, je pense que là aussi on est entre personnes qui se connaissons et qui sommes responsables. Notre pays n'a plus maintenant, depuis plusieurs années, et ce n'est pas lié à des questions de droite-gauche, a depuis maintenant aucun projet susceptible de mobiliser les citoyens. Nous, on est aujourd'hui, sur le plan politique, dans une approche qui est finalement une approche de nécessaire baisse de la dépense publique, mais sans être capable d'expliquer sur le long terme quel est le projet, ni au plan national, ni au plan européen, d'où la sanction. Alors maintenant, juste pour terminer ces propos, la bonne nouvelle, c'est que probablement, lorsqu'on est confronté à de tels niveaux de défis, on est condamné, qu'on le veuille ou non, à trouver des solutions à la hauteur finalement des enjeux, et donc il faut qu'on quitte cette spécialité française qui est la demi-réforme qui n'en est jamais une, pour finalement aborder concrètement les 2 ou 3 sujets qu'on doit traiter rapidement, en profondeur, et de façon qu'on laisse, j'allais dire, au vestiaire, au moins provisoirement, des gourdins qui n'ont aucun espèce d'intérêt au moment où on devrait avoir, en ce qui me concerne, je pense, ce que j'appellerais un sursaut républicain pour sortir le pays de l'ornière et donner aux entreprises l'environnement dont elles ont besoin. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas de lisibilité. Et c'est un véritable problème, nous n'avons pas de lisibilité de la politique. Un certain nombre de mesures sont prises, avant même qu'elles soient appliquées, on est déjà en train de légiférer sur d'autres mesures. Et ça, c'est à la fois insupportable en termes d'application, mais c'est aussi insupportable pour les chefs d'entreprise que vous êtes. Puisqu'à partir de ce moment-là, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas aller dans un sens. On n'est plus à un moment, je crois, la France est à un moment où on n'est plus à changer le curseur. Je crois qu'on est à un moment où il faut mettre à plat, véritablement, l'ensemble des problèmes, que ce soit les problèmes économiques, que ce soit les problèmes fiscaux, que ce soit les problèmes sociaux. Moi, je pense qu'on n'insiste pas assez aujourd'hui sur les perspectives qui doivent nous amener à redresser le pays et surtout à reconquérir notre industrie. On n'est pas dans une crise conjoncturelle, on est bien dans des crises structurelles qui amènent des décisions de manière structurelle et donc qui s'inscrivent dans le temps.
Et la difficulté aujourd'hui, sans doute pour les responsables politiques, mais aussi pour les partenaires sociaux, c'est de faire en sorte qu'on ait un message suffisamment clair pour dire qu'on ne peut pas répondre à tout dans l'instant, malgré l'impatience, et qu'il faut s'inscrire dans la durée. Louis Gallois le dit, pour reconquérir notre industrie, rappelons qu'il y a une dizaine d'années, l'industrie pesait 23% dans le produit intérieur brut, elle est descendue à 12%. Et donc pour d'abord stopper cette descente et puis ensuite reconquérir nos marchés, il faut l'inscrire dans le temps, à condition qu'on soit en même temps permanent sur les décisions que l'on prend. Et je crois que c'est la principale difficulté majeure que nous avons aujourd'hui, c'est de faire bien prendre conscience que nous sommes dans une période de transition, que nous devons inventer de nouveaux modèles, de nouvelles relations, et que ça s'inscrit dans le temps, et que si on n'accepte pas le temps, eh bien, on a effectivement une impatience qui devient un peu préoccupante. On parle de réforme, la principale, pour ne pas la citer parce qu'elle est très importante, c'est la réforme, c'est le pacte de compétitivité. Le pacte de compétitivité, c'est incontestable, c'est quelque chose qui a une mesure sur le coût du travail. On a bien vu que, incontestablement, ce qui était proposé par le gouvernement allait soulager, clairement, de l'ordre de 20 milliards au moins, les charges des entreprises. Il y a un aspect fiscal qui n'est pas très clair, qu'il faudra améliorer, et puis il y a la complexité ou la simplification. Donc cette réforme, elle est fondamentale. Le pacte de responsabilité, aujourd'hui, c'est une action sur le coût du travail, une action sur la fiscalité des entreprises, une action sur la simplification et une action qui relève des partenaires sociaux sur 2 ou 3 réformes essentielles, en particulier le dialogue social et le marché du travail. Où en est-on aujourd'hui? Le président de la République a fait des annonces en fin d'année 2013, qui ont été confirmées par le nouveau Premier ministre récemment, comme vous l'indiquez, politique de l'offre. L'entreprise a un rôle clé à jouer en matière de croissance et d'emploi, donc on doit lui créer un environnement plus favorable dans les champs du coût du travail, de la fiscalité et de la simplification. Le coût du travail, c'est probablement le domaine qui est le plus clair. Il faut être objectif. La mise en place du CSE, même si les modalités peuvent être discutées, représente une baisse du coût du travail à hauteur de 20 milliards. J'ajouterais, c'est important, parce que c'est insupportable d'entendre ça en permanence, c'est pas un cadeau qu'on fait aux entreprises, parce que si on raisonne comme ça, on a volé les entreprises depuis des années, et c'est pas l'apanage du gouvernement actuel. Les entreprises, quand l'entrepreneur regarde son compte d'exploitation, je vais prendre les 5 dernières années, on lui a pris, entre les impôts supplémentaires et les augmentations de charges, plus de 30 milliards d'euros. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et on le salue, ça n'est que progressivement remettre les compteurs où ils étaient il y a quelques années. On est dans un système où en fait le système ne tient que si on est au plein emploi. Si on est au plein emploi. Tout le système a été monté et aujourd'hui, non seulement on n'est plus au plein emploi, mais en plus on dérive et on va vers un système qui devient pesant, système social qui devient pratiquement insupportable parce qu'on ne sait plus le financer par l'économie. Donc nous, organisations syndicales, le seul axe qu'on ait actuellement, c'est l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre tous ces demandeurs d'emploi dans l'emploi? Pacte de responsabilité, j'y reviendrai. Ce qui nous a plu, nous, dans ce pacte de responsabilité, c'est qu'on a réussi à se parler et il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire sans se fâcher. Et en fait, nous, ce qu'on a entendu des entreprises, de la part des entreprises, c'est qu'elles nous disent bon, écoutez, nos entreprises ne vont pas bien parce qu'elles n'ont pas suffisamment de marge. Si elles avaient plus de marge, elles pourraient investir. Si elles investissaient, à terme, on pourrait créer de l'emploi. Voilà. Et donc, on va vers l'emploi. Donc ça, ok, nous, organisations syndicales, on peut l'entendre. Maintenant, nous, on a posé nos exigences, et nos exigences ont été lesquelles? Ont été de dire, ok, mais quand ça ira mieux, et les entreprises qui vont bien aujourd'hui doivent se mettre à créer de l'emploi. Voyons comment on arrive à faire ça. Alors au niveau national, on n'a pas réussi à décréter que ça allait faire 300, 400, 1 million d'emplois, mais on a dit, on doit pouvoir, en affinant, plus on ira vers la base, plus on arrivera à concrétiser tout ça. Donc on a renvoyé vers les branches pour dire, allez, négocions au niveau des branches, et aussi vers les entreprises.
Et donc, c'est vers les entreprises aussi qu'il va falloir qu'on se tourne. Donc, je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui à faire une évaluation. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que l'Assemblée nationale vient de mettre en place une mission d'évaluation sur le CICE, donc qui est transcourant, qui va permettre de voir comment, effectivement, les critiques qui ont été faites, hein, puisque c'est un crédit d'impôt qui concerne tous les secteurs d'activité, qui n'est pas centré uniquement sur l'industrie, mais qui concerne, alors avec des critiques sur la grande distribution, etc. Bon, donc il faut que l'on regarde concrètement comment ça s'applique, parce que effectivement, les mesures qui vont être accentuées, notamment avec des suppressions de cotisations, etc., doivent tenir compte de l'évaluation qui va être faite sur le CICE. Alors ensuite, vous l'avez dit, il y a le temps politique, le temps, nous sommes toujours dans un système démocratique, donc il y a des débats à l'intérieur de nos groupes politiques, et que la loi de finances rectificative qui va arriver en juin va mettre en place donc les principales orientations du pacte de responsabilité et de stabilité, et donc de responsabilité, pardon, et donc qui va engranger sans doute à travers des négociations encore qui sont en cours les mesures qui vont être mises en œuvre. Il y aura ensuite le projet de loi de finances 2015 qui va encore l'accentuer, et puis des choses qui sont à régler dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, parce qu'il faut quand même continuer à assurer le financement de protection sociale, et je crois que personne aujourd'hui le remet en cause, même s'il faut là aussi aller voir s'il n'y a pas des économies de gestion, notamment dans notre système de santé. Et vous savez, quand on touche à un certain nombre de praticiens, c'est aussi assez compliqué. Donc nous sommes effectivement dans une période où il faut relancer ce dialogue qui, effectivement, est plus compliqué parce que nous sommes dans cette période de transition. Moi aussi, je préfère le mot période de transition à une période de crise, parce que la crise, c'est pessimiste. Période de transition, je crois qu'on peut espérer, et on a des raisons d'espérer, parce qu'on a des secteurs, effectivement, industriels aujourd'hui qui sont capables de résister. Alors, on arrive à un deuxième point qui est souligné par la totalité des chefs d'entreprise, qui est les règles, alors on vient de voir fiscales, comptables, administratives, qui sont alors là aussi un gloubi-goulba monumental, et dont d'ailleurs même la Commission européenne dit à François Hollande, simplifiez vos règles administratives, fiscales et comptables des entreprises. Est-ce que là aussi on a une petite lueur d'espoir? D'abord, on est un pays qui adore le papier à tous les niveaux. Et je pense que la mise en place de législations de plus en plus complexes rend tout le monde irresponsable. Chaque fois qu'on a un problème dans notre pays, ça se traduit par un texte nouveau. Il faut laisser aux entrepreneurs et aux salariés des espaces de liberté pour exercer leurs responsabilités. Tout est normé dans les moindres intérêts. Alors, il y a de l'espoir, mais en même temps, il ne faut pas se tromper de combat. Il y a cette commission de simplification qui a été mise en place avec Thierry Mandon et Guillaume Poitrinal, qui marque une volonté politique, semble-t-il, de vouloir traiter de façon substantielle des améliorations tant dans le champ fiscal que dans le champ social. En même temps, moi, je dirais, ça traite le stock. La question, moi je dis, c'est une question de robinet. Il faut arrêter le flux, parce que vous supprimez 3 lignes d'un texte ce matin, et cette nuit, vous en avez 15 supplémentaires. Donc le sujet, c'est les robinets. Je vais prendre le champ du social. Le champ du social, vous avez un robinet, c'est le contrat de travail. Vous avez un deuxième robinet, c'est la convention collective. Vous avez un troisième robinet, c'est les accords interpro. Vous avez un quatrième robinet, c'est la loi. Vous avez un cinquième robinet, c'est les décrets, les circulaires. Et vous avez un sixième robinet, c'est la chambre sociale de la Cour de cassation. Il n'y a pas un pays en Europe qui a autant de robinets. C'est la question de la hiérarchie des normes. Il faut qu'on choisisse. Alors ça, c'est le constat, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut faire? Qui peut agir? Ce qu'il faut, et ça c'est un travail à la fois entre les partenaires sociaux et les politiques, on est tous concernés, qui consiste à dire, on choisit les robinets. Soit on dit la norme, c'est avant tout le dialogue social au niveau de l'entreprise,
Soit on dit tout doit être réglé par la loi, mais ça ne peut pas être à tous les niveaux. Et là, si on ne traite pas cette question, on peut faire toutes les commissions du monde qu'on veut sur la simplification, on n'arrêtera pas le flux. Donc la hiérarchie des normes dans le champ du social, c'est absolument fondamental, et ça c'est un travail collectif. Donc voilà, je dirais on peut simplifier, il faut simplifier. Bon, le Code du travail, je pense que c'est aussi... Il y a beaucoup de choses qui sont réglées dans le Code du travail et qui, à la limite, ne regardent ni les entreprises ni les salariés. Quand on parle de formation professionnelle, il y a tout un livre qui traite d'information professionnelle et honnêtement, ça dérange personne. Au contraire, ça régule, ça règle les choses et puis ça empêche de faire n'importe quoi. Donc, suivant les domaines, je pense que le Code du travail n'a pas à être simplifié. Dans d'autres domaines, s'il a été compliqué, c'est aussi à la demande des entreprises. Dans d'autres domaines, c'est à la demande des salariés. Donc, on doit pouvoir simplifier, mais je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Il faut le faire en raisonnant et en réfléchissant bien. Sur la simplification, c'est la réalité aujourd'hui. Il y a une volonté de s'engager dans cette voie-là. D'ailleurs, Thierry Mandon vient d'être nommé secrétaire d'État pour s'occuper directement auprès du Premier ministre de cette simplification. Alors, j'espère qu'on ne mettra pas autant de temps à simplifier qu'on a pris de temps pour complexifier. Parce que là, on ne sera pas dans les clous. Donc, mais il y a une volonté politique d'afficher aujourd'hui pour aller vers cette simplification. Mais là encore, elle ne se fera que dans le dialogue. Sinon, on aura des points de rapport de force que l'on ne pourra pas franchir. Il y a un côté schizophrénique parce que, d'un côté, moi je suis tout à fait d'accord, en fait le cadre légal, ce devrait être le cadre légal. C'est-à-dire qu'en fait on donne effectivement un certain nombre de grands axes. Mais à partir de ce moment-là, le reste devrait être géré directement par les partenaires sociaux. Parce que c'est bien au niveau de l'entreprise que ça se passe. D'abord au niveau de l'entreprise, au niveau des branches. Mais je pense que là on a, nous, la pression aussi des partenaires sociaux qui nous poussent à légiférer et en permanence. Simplifions les choses. Donnons un cadre légal. Le cadre légal, c'est, vous l'avez dit, les 35 heures, c'est, ou je ne sais, enfin, il y a un certain nombre de choses à mettre dans un cadre légal. Et ensuite, les normes, elles sont au niveau de l'entreprise. Or là, on ajoute les normes au cadre légal et dans le niveau. Et au niveau européen, nous sommes encore plus forts puisque nous prenons les normes européennes et nous ajoutons des normes françaises aux normes européennes. Qu'est-ce qui pique le législateur à ce moment-là? C'est ça le problème. À pondre des choses comme ça, quoi. Mais c'est pas le législateur à ce moment-là. Oui, alors qui pond ça? Qui pond ce truc-là? Vous avez des gens qui sont élus sur le terrain, qui essayent de se battre tous les jours pour faire passer un certain nombre d'idées, pour faire passer leurs convictions, et vous avez des gens qui sont dans un système administratif pur, qui se reproduisent entre eux, et qui, effectivement, ne mettent jamais les pieds dans une entreprise. Voilà la réalité. Donc c'est la définition de l'énarque, ça. C'est ça? C'est la définition de l'énarque. Mais oui, non, mais on y reviendra certainement à la définition de l'énarque, j'y reviendrai dans la formation. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Non, il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Mais dans tout ce que j'entends, encore une fois, j'entends qu'il y a un problème de changement de mentalité, quoi, des intervenants, qu'ils soient syndicaux ou enfin représentants du personnel, représentants du patronat, représentants des partis. C'est plus, il faudrait nommer un ministre au changement de mentalité de la France. Surtout pas. Ah non, alors c'est ça. Justement, voilà. vous tombez typiquement dans le travers, si je peux me permettre, franco-français. J'ai un problème, je fais un texte où je nomme une commission pour s'en occuper. Vous avez raison. Le pays qui a le plus de commissions, le pays qui a le plus de textes, et le pays quand même dont la compétitivité s'est le plus détériorée en Europe ces 10 dernières années. Donc ça veut dire qu'il faut changer de modèle. Alors, je vais revenir sur un point qui a été survolé, mais qui est très important. Moderniser l'enseignement et la formation professionnelle. Alors, le problème récemment évoqué, c'est celui, par exemple, des stagiaires. En fait, le problème des stages était à peu près régulé. Vous aviez, à partir du moment où vous étiez 2 mois en stage, vous aviez une gratification qui avait été donnée, etc. Bon, il y avait vraiment un cadre qui avait été donné. Aujourd'hui, la nouvelle législation fait du stagiaire un quasi-salarié. En matière de droits sociaux, en matière d'accidents de travail, ça c'est normal, mais en matière de maternité même, puisque maintenant il y a ce système qui est pris en compte, etc. etc. Donc le stagiaire devient, alors en plus, on est passé donc de 12,5% du plafond de la sécurité sociale comme gratification, c'est-à-dire 400 et quelques euros, 436 si ma mémoire est bonne, à 15%, 523. Mais c'est pas anodin parce qu'en fait aujourd'hui,
la gratification liée à cela, elle était exonérée de charges. À partir du moment où vous donnez plus que la gratification, vous avez des charges. Donc l'entreprise va avoir des déclarations à faire en matière d'URSSAF pour ces 100 € de différence. Ça, c'est un seul des points, mais ça montre bien la complexité et l'utilité du système. Ce qui veut dire que demain, il faut savoir qu'en France, on a aujourd'hui 1 600 000 jeunes qui sont en stage. 1 600 000. Ces stagiaires, on a des stagiaires à tous les niveaux de qualification. On a des stages dans de très grandes entreprises, des stages qui sont des stages de fin d'études, en particulier dans les écoles d'ingénieurs, qui d'ailleurs souvent sont rémunérés et non plus gratifiés, ils sont rémunérés et qui débouchent sur l'emploi. Si vous diminuez la capacité des entreprises à prendre des stagiaires, vous diminuez automatiquement le nombre de jeunes qui vont pouvoir intégrer l'entreprise très directement à l'issue de leur stage. Les stagiaires, finalement, c'est très révélateur de ce qu'on partageait, c'est-à-dire que c'est cette défiance vis-à-vis du monde de l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'il y a dans la communauté entreprise, d'ailleurs comme dans toute autre communauté, un pourcentage extrêmement limité d'abus qu'on doit générer une loi. C'est un esprit détestable. J'ai un problème, au lieu de m'occuper du 1% qui, le cas échéant, ne respecte pas les règles, j'enquiquine, pour ne pas employer d'autres mots, ou j'empoisonne la vie de 99% de gens qui sont des gens, finalement, qui essaient de faire le mieux possible leur boulot. Et au nom de cette logique totalement aberrante, ce qu'on est en train de faire, par exemple, si on se compare à nouveau en Europe, parce qu'on n'est quand même pas le nombril de la Terre, hein, et on est en train de décrocher par rapport au reste du monde, dans tous les pays d'Europe, hein, y compris les pays nordiques, hein, les stages sont de plus en plus développés, sont développés de plus en plus tôt en termes d'âge, parce qu'il y a une logique qui est extrêmement simple, qui consiste à dire un jeune qui commence à avoir une expérience professionnelle tôt, il a de bien meilleures chances de s'intégrer plus tard dans la vie professionnelle. Au niveau de l'orientation, l'orientation c'est trop sérieux pour être laissé uniquement à l'éducation nationale. Je pense que si dans les lycées professionnels, dans les conseils d'administration des lycées professionnels, on avait un tiers de familles, un tiers d'enseignants et un tiers de chefs d'entreprise, eh bien, je peux vous dire que ça changerait totalement le problème de l'orientation. C'est des sujets très complexes parce qu'on peut avoir des bonnes intentions au niveau national, puis quand on regarde sur le terrain comment ça se passe, c'est quand même assez différent. Puis je crois que les responsabilités de l'orientation, elles sont partagées. Il faut respecter l'identité et la volonté du jeune, celle de sa famille. Je crois que lorsqu'il y a des orientations en troisième, il y a beaucoup plus de parents qui vont plaider pour le passage en seconde que pour aller vers l'apprentissage. Oui, mais parce qu'on les Donc il y a des évolutions de mentalité aussi à faire. Et je crois que le dialogue territorial est important à ce niveau-là. Il est important au niveau national, mais il est important aussi au niveau local. Et je crois que les expériences qui ont été menées à travers les systèmes de comités de bassin d'emploi ou de maisons de l'emploi, où on retrouve dans la même structure à la fois les chefs d'entreprise, à condition qu'ils soient toujours présents, c'est pas toujours forcément les élus, les partenaires sociaux, l'administration, on trouve des solutions. À la conjoncture de réforme ambitieuse et de cohésion sociale, il y a un point, alors qui est encore une fois un point d'actualité, c'est celui des IRP, des instances représentatives du personnel, avec cette possibilité de modification des seuils. Mais je pense aujourd'hui que les seuils qui ont été mis ne sont plus raisonnables et ce sont là aussi un frein à l'embauche. C'est un frein à l'embauche. Alors maintenant, il faut le faire, il faut le réformer, mais il faut le réformer, il ne faut pas dire qu'on le réforme pour 3 ans, il faut le réformer de façon beaucoup plus large, beaucoup plus lointaine. Alors est-ce qu'il faut supprimer les seuils et revoir finalement la manière dont les partenaires sociaux interviennent? Je peux vous dire que je pense que ça peut être une bonne solution, mais je n'ai pas la solution aujourd'hui. Mais par contre, la seule chose que je sais, c'est qu'il faut impérativement et très rapidement faire sauter les seuils tels qu'ils sont dans le système actuel. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une réforme ambitieuse, mais en termes de cohésion sociale, c'est pas gagné, Philippe Louis. Non, c'est pas gagné. Je pense que des seuils, il y en a plusieurs. Il y a le seuil de 10 et il y a le seuil de 50. Les deux intéressent effectivement, il y a les IRP. Il se trouve qu'il y a les IRP qui est dans les deux cas, dans ces deux seuils, mais il y a le seuil de 20. Et quand on regarde les graphiques un petit peu, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a plus d'entreprises à 19 qu'à 20, dans la même proportion qu'il y a plus d'entreprises de 9 à 10. Donc il y a les IRP. Alors je veux bien que les entreprises se disent, bon, il y a tout ça en plus à payer, parce que c'est quand même ça aussi, oui, ça. Et en plus j'ai les IRP, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais j'ai pas l'impression qu'en enlevant simplement la cerise sur le gâteau, on arrive à passer le seuil. Ensuite,
bon, si on le déporte, le seuil, bon, ça va donner un petit peu une bouffée d'oxygène, mais allez, on va buter de nouveau le seuil de 70 à 71. Je veux dire, c'est le problème du seuil alors, parce que ça va nous redonner un peu d'air pour l'emploi. C'est pour ça que la CFTC a dit, nous, on est prêt à regarder. Effectivement, si aujourd'hui, alors qu'on a 3 300 000 demandeurs d'emploi, si aujourd'hui on se dit, allez, on passe le seuil à 55 ou à 60, et que ça crée un appel d'air et qu'on crée, alors selon les études, ça va de 20 000 à 170 000, c'est ça aussi qui est difficile à évaluer et qui bloque tout. Si c'est pour créer 170 000 emplois, moi je dis, nous on est prêt à jouer le jeu, allez, c'est 170 000 emplois de plus, mais après déplacer le seuil, d'ici 1 an ou 2, on aura de nouveau le même problème. Donc il faut aller beaucoup plus en profondeur. Alors c'est le problème que vous évoquiez tout à l'heure du manque de visibilité, que ce soit sur la fiscalité ou sur le réglementaire. Ou sur... Tout à fait. Mais c'est une réforme qui doit se faire de l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les partenaires sociaux eux-mêmes à gérer la manière dont ils vont avoir leur participation à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas au législateur de le faire. Là encore, on doit renvoyer à une négociation des partenaires sociaux. J'imagine que quand c'est de l'intelligence dans la discussion comme celle-là, sur par exemple revaloriser ces 3 ans d'expérience en tant que représentant du personnel, même les syndicats les plus extrêmes ne peuvent pas dire non. C'est pas du côté des syndicats que deviendra la difficulté. Là, il faut être lucide. C'est dans notre propre. Oui, d'accord. C'est pour ça. Mais comme c'est vous dans notre propre famille. Et quand on parle d'intelligence, la France a aussi, comme sur les autres sujets, une conception très particulière de l'intelligence. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est toujours d'accord pour ce qui est proposé. En ajoutant que, bien sûr, ça s'applique aux autres et pas à moi. C'est une petite difficulté qu'il va falloir qu'on surmonte collectivement. Un point qui m'est venu à l'esprit en écoutant la conférence tout à l'heure, c'est le poids très important en fait, de la réglementation des produits dans le processus d'innovation, dans le processus de développement des produits. Et ce poids, on n'insiste pas suffisamment dessus, sachant que ces 10-15 dernières années, c'est devenu un élément majeur et surtout un consommateur de ressources techniques très important pour nos entreprises. Ça a eu des effets bénéfiques dans le sens où les réglementations européennes se sont rationalisées, se sont homogénéisées et aujourd'hui quand on développe un produit pour la France ou pour l'Angleterre ou pour l'Allemagne, en fait ce produit peut être vendu dans l'ensemble de l'Europe. Donc les réglementations sont relativement cohérentes et ça fait gagner beaucoup de ressources à l'entreprise et beaucoup de temps. En revanche, ce qui lui fait perdre du temps aujourd'hui, c'est que à ces réglementations européennes se rajoutent des réglementations franco-françaises. Alors on a parlé de nanotechnologie, on a parlé de l'interdiction du BPA, et ça force les entreprises françaises ou les entreprises qui fabriquent en France à développer des stratégies particulières pour faire face à ces réglementations. Et là, il y a un véritable décalage en termes de compétitivité qui s'instaure, puisque le développement d'un produit va prendre du retard, le développement commercial va prendre du retard, et tous les projets qu'on a avec nos clients prennent du retard. Donc ça c'est un point sur lequel il est important d'insister, parce que c'est un point qui est parfaitement à la main de nos politiques et c'est un point qui touche nos entreprises au quotidien. Dans une entreprise internationale, la France a sa place. La compétitivité de la France est un sujet majeur parce que le prix, le coût de l'emploi en France reste toujours un facteur d'analyse et un facteur à surveiller si on veut maintenir une industrie en France. Je le vois tous les jours, on compare les prix de production en France, en Allemagne, en Espagne et ça c'est majeur dans un groupe international de pouvoir comparer sa compétitivité et ça on le fait au jour le jour. En effet, nous avons tous les jours à travailler, à prouver même 2 fois plus au sein de groupes internationaux notre capacité à aller plus loin, à être compétitif parce que l'environnement concurrentiel reste extrêmement important. Et si le site sur lequel nous sommes basés a pu bénéficier de par son savoir-faire, le site lui-même, sa position géographique, le soutien de certaines collectivités locales, il n'en reste pas moins que ça reste aujourd'hui, dans l'environnement économique actuel, toujours difficile de garder une compétitivité, un intérêt au sein d'un groupe international et également de faire comprendre à nos actionnaires, à notre management,
les spécificités de l'administration française. Je crois que c'est un facteur important parce que si on peut effectivement changer un certain nombre de choses dans notre pays, on a aussi des connexions très fortes avec les décisions européennes. Et donc c'est un petit peu dans ce sens-là, je crois qu'il faut aborder aujourd'hui les différentes orientations. On ne peut pas aujourd'hui mettre en place des évolutions au sein de notre pays sans penser à la façon dont on les construit en Europe. Mais il faut aussi en même temps que les acteurs, les partenaires sociaux dialoguent entre eux et puis que les politiques, là où ils sont, soient en capacité également de dialoguer pour faire évoluer les esprits et faire évoluer en même temps les actions qu'il faut absolument mettre en œuvre. On sent très bien que quelles que soient les positions des uns ou des autres, on a des points de convergence qui sont très forts. Et qu'il faut s'appuyer sur ces points de convergence pour réussir à mettre en place une politique au sens noble du terme, qui soit une politique orientée vers l'avenir, qui soit une politique orientée avec une visibilité, avec une trace qui soit bien donnée, avec une capacité pour l'entreprise de se dire dans les 5 ans qui viennent, je sais que tout ça c'est fixe, ça ne va pas bouger, sauf évidemment s'il y a un problème de très grosse crise. Et à partir de ce moment-là, je pense que la France repartira sur de bons rails. Pour conclure, c'est vrai que les interventions des participants pour dire mais l'emploi en soi, c'est une résultante et ça ne doit pas être un objectif parce que c'est pas dans ce sens-là que ça marche, mais dans l'autre, c'est-à-dire favoriser d'abord les entreprises, les mesures qui favorisent la compétitivité, forcément donneront lieu à plus d'emplois. Et ça, je crois que c'était majeur de le souligner et finalement tout le monde était d'accord. Donc ça a permis de terminer sur une note positive.